Pour aborder ces questions, je vais commencer par quelque chose de très général. D'abord, quand on regarde ça a commencé évidemment tout ça bien avant la Deuxième Guerre mondiale, mais pendant la Première. À partir de la Première Guerre mondiale, ou plutôt à la fin, on a parlé d'une littérature des combattants, des écrivains combattants. Ils ont d'ailleurs fondé une association avec des noms célèbres, Barbus, Dorgelès, etc., qu'on a tous un peu étudié à l'école. Pourquoi? Et on dit que c'est à ce moment-là qu'est née une nouvelle figure qui n'existait pas dans le champ littéraire, qui est la figure du témoin. Parce que les combattants de la Grande Guerre, ayant vécu le désastre et la catastrophe de cette nouvelle manière de faire la guerre, parce que bien sûr toutes les guerres sont affreuses depuis l'Antiquité, mais la différence c'est qu'on est passé dans une guerre industrielle. Une guerre où les petits bras humains et les petites jambes humaines ne peuvent rien contre les gaz moutardes, contre l'hypérite, contre des obus qui déchiquettent tout, etc. etc. C'est-à-dire qu'on change de dimension. Et du coup, l'effroi, la terreur, la catastrophe physique et psychique, vous avez certainement vu des films ou des photos, malheureusement, des gueules cassées, ces hommes qui reviennent du front, qui sont complètement détruits, défigurés, qu'on va cacher parce que ça ne fait pas beau dans le village, qui souvent meurent, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de morts qu'on ne le dit, puisqu'il y a tous ceux qui sont morts en rentrant de guerre et qui sont morts dans les 2, 3, 4 années qui ont suivi leur retour. Ils sont morts des suites de la guerre et ils ne sont pas comptabilisés en fait dans les morts. Donc ces écrivains, certains sont devenus des écrivains, ils ont écrit après, mais souvent au départ ce n'étaient pas des écrivains, ils étaient instituteurs, bouchers, paysans, enfin voilà, ils faisaient toutes sortes de métiers et c'est finalement cet événement dramatique qui va catalyser, qui va leur faire découvrir des aptitudes qu'ils ne soupçonnaient pas chez eux, parce qu'ils vont être poussés par cette nécessité de partager leur expérience. Et ça, on a plein de documents, d'archives là-dessus, ça commence dès la mobilisation. En fait, dès la mobilisation, ils se retrouvent venant de toute la France, affectés, alors ils sont dans les gares, c'est toujours le bazar, les militaires, la suite aussi, mais ils sont là, ils attendent qu'on leur donne leur affectation, et tout de suite ils écrivent. Et ceux qui ne savent pas écrire, ils font écrire par les copains. Donc d'une part, écrire à sa famille, bien sûr en enjolivant la situation pour ne pas les inquiéter, c'est-à-dire tout va bien, ne vous inquiétez pas, on mange bien, on dort bien, ce qui n'est pas vrai du tout, enfin bon. Et puis l'autre chose, dès qu'ils ont 3 petits bouts de papier, c'est écrire ce qu'ils ont en eux. Alors tout d'un coup, c'est leur souvenir d'enfance, c'est la description du cantonnement, ce sont des bouts de poèmes qu'ils ont appris à l'école, bref, quelque chose d'un peu étrange qu'ils vont coucher sur le papier et qui vont faire ces fameux petits carnets de guerre. Alors souvent il y a des croquis, il y a ceux qui ont des journaux qui lisent la presse, ils découpent des petites informations qui collent dans le cahier. Et donc, en fait, cette pulsion, c'est comme une pulsion d'écrire, c'est comme un impératif, une obligation qui surgit et qui a 2 fonctions, qui a d'une part, la première, c'est que pendant qu'ils sont en train de faire ça, ça les empêche de devenir fous et d'avoir trop peur, parce qu'ils sont concentrés sur ce qu'ils font, un peu comme nous, quand on est angoissé, quand on est inquiet, parce qu'on a un proche malade ou parce que voilà, on est inquiet pour des raisons diverses et variées, et bien qu'est-ce qu'on fait en général? On s'active. Alors tout d'un coup, on est pris d'une frénésie d'aller ranger tel placard, ou on est pris d'une frénésie, vous voyez, de lessiver je ne sais quoi, qui n'est pas du tout indispensable à cette heure-là, parce que l'action, en fait, fait tomber l'angoisse. C'est presque mécanique. Hein. Donc eux, comme ils sont confinés, qu'ils ne peuvent pas bouger, ils n'ont pas le droit d'aller vagabonder partout, ils sont confinés dans des endroits restreints, eh bien, qu'est-ce qui reste? Eh bien, ils restent plongés en soi, se souvenir, et du coup,
dialoguer avec quelqu'un, et dialoguer avec soi-même, dialoguer avec sa famille, dialoguer avec un autre imaginaire. Et c'est comme ça que naît l'écriture. Donc, ça c'est pour comment est née cette figure du témoin. Puis la deuxième chose, c'est qu'au retour de la guerre, après une fois que les choses sont finies, entre guillemets, parce que justement elles ne sont jamais finies, c'est pas parce qu'on a signé l'armistice que c'est fini pour les soldats, loin de là, ni pour leur famille, eh bien, il va y avoir l'idée qu'il faut raconter. Et il faut raconter, d'abord pour se débarrasser de toutes les horreurs qu'on a vécues, mais aussi pour essayer de faire partager à autrui ce qu'on a vécu, et enfin pour rendre hommage aux disparus. Donc, tout ça va faire que les soldats ou les gens qui ont vécu des choses graves, eh bien, ils vont avoir cet impératif, cette obligation morale, cette éthique de la parole, du dire, qui va les pousser à partager cette expérience. Seulement le problème, c'est qu'évidemment, c'est pas si facile que ça. Parce qu'en même temps qu'ils se mettent à raconter, ils revivent leurs horreurs, etc. Donc, il va falloir pour beaucoup de personnes trouver un compromis entre cette obligation et cette dette morale envers les disparus et sa propre survie. Alors, je fais un grand saut temporel et on passe à la deuxième. Eh bien, pendant la période de 39-45, que vous connaissez très bien, tous ici, pendant cette période-là, on observe les mêmes phénomènes. Ces dernières années, il y a eu pas mal de publications de journaux de personnes qui n'étaient pas à la guerre, mais qui étaient dans la France occupée. Alors il y a du tout, hein. Il y a des journaux de jeunes filles, de garçons, d'enseignants, de femmes, enfin de toutes sortes de personnes tout à fait anonymes, qui n'avaient jamais, enfin n'ont jamais voulu être écrivains, mais qui ont tenu un journal pendant cette période. Et pour les mêmes raisons que les soldats dans le cantonnement, hein, parce que la femme qui attend son mari, elle ne sait pas où il est parti, on ne sait pas où. Voilà, il y a une angoisse tellement forte qu'il faut aussi, c'est le même principe. Et puis, il y a eu l'autre forme d'écriture, c'était l'écriture combattante, l'écriture de résistance, puisque une des formes choisies par les différents groupes de résistance, puisqu'à l'époque on n'écrit pas comme aujourd'hui avec une majuscule, puisqu'elle n'existe pas encore. Ce sont des groupuscules, des petits réseaux, tout minuscules. Souvent les gens s'engagent, ils ne savent même pas dans quel réseau ils sont. Ils s'engagent, comme ils disent, pour faire quelque chose. Eh bien, une des armes proposées par ces différents mouvements, de toutes les obédiences politiques, hein, d'un point de vue politique, c'est l'échiquier, enfin c'est un éventail absolument extraordinaire, il y a vraiment de tout. Eh bien, on va utiliser l'écriture comme arme de guerre, en fait. C'est-à-dire pour faire des tracts, pour informer, pour protester, pour faire tout ça. Donc, il y a aussi cette fonction-là. Chez les personnes qui vont être déportées, et en particulier chez les déportés dits pas de persécution, au contraire de répression, c'est-à-dire ceux qui sont des résistants, qui ont été arrêtés pour ces motifs-là, l'écriture va être aussi une des armes proposées par les comités clandestins de résistance intérieure des camps. Et c'est là que j'arrive à mon Semprin, si je puis dire, puisque Semprin, il a été déporté au camp de Buchenwald, qui est un des camps, dans tout l'arsenal des camps nazis, qui est un des camps qui a eu le plus haut niveau d'organisation politique, de résistance, pour des raisons historiques, puisque quand les premiers internés des camps, en fait, étaient des gens qui étaient des opposants au régime nazi. Les camps, en fait, ils ont été inventés pour parquer, pour concentrer, justement, pour enfermer, ce sont des prisons, les opposants au régime nazi. Donc, qui sont-ils, ces opposants au régime nazi au départ? Bien avant que l'Allemagne nazie déclare la guerre à la
France, à la Pologne, qu'est-ce que je raconte, pas à la France, mais envahissent la Pologne, etc., etc. Bien avant ça, et bien dès 1934, il y a des camps qui sont ouverts et dedans on met les sociodémocrates, les communistes, les syndicalistes, les témoins de Jéhovah, les militants associatifs, etc. C'est-à-dire tous ceux qui refusent l'idéologie nazie, qui sont opposés, qui sont contre. Donc on les arrête, on les torture et hop, on les envoie là. Et ils sont censés bénéficier d'une rééducation politique, entre guillemets, c'est-à-dire un coup de trick et un coup de torture et d'affamement pour retrouver le droit chemin supposé du nazisme. Donc ces camps, en fait, le camp Buchenwald, dans son histoire, il a été majoritairement, au départ, c'était des détenus dits verts, c'est-à-dire, vous voyez les triangles, ceux d'en bas, les détenus de droit commun, qui avaient pris le pouvoir dans ce camp. Et évidemment, ça donnait toutes sortes de trafics, de corruption, voilà. Et après des luttes intestines très féroces et qui ont duré des années et qui ont coûté des vies et des vies, finalement, ce sont les Rouges qui ont réussi à prendre le pouvoir. Alors, quand on dit prendre le pouvoir, c'est parce que l'administration nazie, les SS en l'occurrence, qui étaient les gardiens du camp et qui le dirigeaient, ne voulaient pas avoir de contact avec les détenus, premièrement. Et deuxièmement, ils n'étaient pas assez nombreux pour surveiller et faire fonctionner le camp. Donc l'idée, c'était de confier à des détenus des postes administratifs pour s'occuper de la logistique du fonctionnement du camp. Et puis très vite, les camps sont devenus des sources de profit phénoménales, puisque les industriels allemands, autrichiens, etc., ont trouvé dans ces camps de la main-d'œuvre à bon marché. Donc en fait, les détenus étaient loués à Siemens, Krupp, Topfunzen, etc. On a tous des appareils électroménagers, les costumes Boss, enfin, vous voyez, tout ça, c'était des usines, des entrepreneurs, déjà très riches, hein, qui ont trouvé une aubaine, ils se sont enrichis, mais à des points absolument extraordinaires. Donc, bref, pour tout ça, eh bien, il faut des gens pour faire le travail, et donc grâce à cette lutte que finalement gagnent les Rouges, ce sont les Rouges qui vont prendre le pouvoir et qui vont occuper ces fonctions-là. Alors quel est l'intérêt? C'est que puisqu'ils occupent ces fonctions-là, ils vont promouvoir les idéaux en fait qui les ont amenés dans le camp, c'est-à-dire l'égalité, la fraternité, le partage, sauver des vies et continuer le sabotage. Donc en fait, continuer la résistance. Ce sont des gens qui ont été arrêtés parce qu'ils étaient opposants ou parce qu'ils résistaient, et donc ils se disent, c'est pas parce qu'on est dans un camp que ça se termine, la guerre n'est pas finie, et leur idée c'est de préparer le futur. Donc il faut éduquer les nouveaux arrivants, il faut mettre en place des choses, vous connaissez par cœur ici ces choses-là, mais c'est comme la solidarité. La solidarité, ça veut dire que chaque détenu doit donner une cuillère de sa soupe entre guillemets, hein, c'est un vague bouillon, une vague lavasse avec 2 coups de rutabaga les jours de fête, il doit donner une cuillère de sa soupe dans un pot commun pour qu'on donne cette soupe-là à celui qui est en train de mourir ou à celui qui est en train d'être affaibli, à celui qui est malade. Parce que sinon, il ne va pas survivre. Il ne va pas pouvoir supporter les moins 30 degrés, les pieds dans la neige nue, plus le travail à la carrière. Donc, il lui faut un peu de calories en plus. Et donc, l'idée, c'est que tous les gars du bloc, c'est-à-dire de la baraque, partagent. C'est un truc que quand on a faim, hein, plein de photos de gens ils perdent 25 kilos, enfin voilà, on n'est pas dans des conditions normales du tout. Donc c'est déjà complètement héroïque de faire ça et d'arriver à fédérer toute une baraque de gens dissemblables. Alors, ça c'est pour vous brosser le contexte. Donc qu'est-ce qui se passe pour ces comités de résistance, comme à Buchenwald? C'est qu'ils savent bien que la nourriture terrestre ne suffit pas et que pour survivre, il faut une nourriture spirituelle.
Et la nourriture spirituelle, elle va passer par la culture. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils récitent des poèmes, ils organisent des récitals, parce qu'il y a des instruments qui sont fauchés et détournés. Donc, ils font des mini-concerts. Ceux qui savent dessiner dessinent. Bref, on va utiliser les compétences de chacun pour mener une vie culturelle, en fait. C'est comme une MJC, on dit. Ah voilà, donc, excepté qu'ils pèsent pas grand-chose, voilà, ils ont tous le typhus, le choléra et je ne sais quoi, mais ils vont, voilà, la consigne c'est ça, c'est le peintre Taslitsi qui dit ça, il dit sauver l'homme du désespoir. Et sauver l'homme du désespoir, ça passe par le fédérer autour d'un projet culturel, parce qu'il est partageable, avec les autres. Et pour les autres, c'est avec, pour et par les autres. Donc c'est comme ça que la résistance continue dans ces camps, dans de nombreux camps. Buchenwald, c'est un cas assez emblématique, parce que c'est le cas qui est le mieux organisé en fait. Mais ça existait partout, y compris dans les camps d'extermination, enfin dans l'Auschwitz, bon, il y a plusieurs Auschwitz, vous savez, hein, mais dans le camp de concentration d'Auschwitz, c'est-à-dire là où les gens, si vous lisez Hermann Langbein, qui était un résistant juif, il a été déporté en tant que juif, mais il était un résistant, eh bien, il y a eu aussi des activités au sein des micro-blocs. Les gens ont écrit, les gens ont fabriqué des choses, ils ont poli des objets. Vous voyez, ils ont essayé de faire quelque chose. Hein. Alors aujourd'hui, on a une vision un peu déformée d'Auschwitz parce qu'Auschwitz est devenu emblématique de l'extermination. Mais on oublie que c'est Auschwitz-Birkenau et qu'il y a Auschwitz extermination et qu'il y a Auschwitz et tous ces camps satellites. Il y a un livre là, Januszowicz, qui était une mine. Donc il y a plein de petits camps satellites qui font partie de l'immense complexe de ce qu'aujourd'hui on appelle Auschwitz. Donc dans ces immenses complexes, là où était Primo Levi, eh bien lui il était dans l'usine de caoutchouc parce qu'il était chimiste, ça lui a sauvé la vie d'être chimiste, hein. Et donc lui il était dans ce camp où on essayait de faire des produits de synthèse à partir du caoutchouc, de fabriquer du caoutchouc. Et là, eh bien vous voyez, quand Primo Levi, dans Si c'est un homme, récite du Dante, hein, il y a une belle scène avec Piccolo à qui il apprend du Dante et à qui il donne des leçons d'italien. Et bien là, dans ces petites bulles, en fait, il y avait aussi des activités culturelles. Parce que la dynamique de l'extermination, c'est que quand les gens étaient mis dans la partie concentration, ils étaient sélectionnés. Donc il y avait ceux qui allaient directement à l'extermination et ceux qui étaient plus solides ou qui avaient des compétences spécifiques ou qui étaient plus jeunes, etc. Ils étaient mis au travail dans des annexes, ce qui a fait que les survivants, évidemment, on les compte parmi ceux-là. Des gens comme Primo Levi, ou peut-être que vous connaissez Maurice Kling. Voilà, Maurice Kling, c'est ça. Hein, donc, il est sélectionné, il y a son frère, lui, qui va directement, toute sa famille est exterminée tout de suite, et lui, vous avez vu comme il est petit, déjà il était grand, donc on pense qu'il est jeune, hein, il a 14 ans, et il est costaud, et donc il est affecté, et c'est comme ça qu'il... Et si vous lisez son livre « Un enfant à Auschwitz », il y a tout un passage où il raconte qu'il est tombé malade, il a le pied infecté ou je ne sais quoi, il est à l'infirmerie, et puis il y a une résistante justement qui vient Eva, qui vient le voir, c'est une adulte hein, par rapport à lui, et elle lui donne un dictionnaire bilingue. Et c'est ça qui lui sauve la vie dans sa paillasse où il est complètement au bord de la mort. Donc la culture, elle est au centre des activités du maintien de la flamme vitale et du maintien de la cause, de la nécessité de se battre, la nécessité de combattre et la nécessité donc de ne pas se laisser faire et de ne pas laisser faire aux autres les choses. Alors, donc, dans ce contexte, voilà, on ne peut pas faire tous les camps, hein, toutes les histoires, mais en tout cas, pour les personnes qui ont survécu
à cette expérience extraordinaire, eh bien, il va y avoir l'idée, comme pour les soldats, on retrouve dans la même situation, il ne faut pas oublier que les résistants, ils se considèrent comme des soldats. Et d'ailleurs, dans leur homologation de titre de résistant, ils ont des grades. C'est l'armée de l'ombre. Donc après, ils sont lieutenants, sous-lieutenants, capitaines. C'est une armée. Pour eux, c'est comme ça qu'ils se sentent. Ils sont des combattants de l'ombre. Puisque l'armée officielle, évidemment, était en déroute et voilà, il y a eu la capitulation. Eux, ils disent, bah non, la vraie armée, c'est nous. Et du coup, après la guerre, quand il faut reconnaître leurs actions, on leur attribue un titre militaire. Donc ces combattants, donc ils sont exactement, psychiquement, ils sont dans la même situation que les combattants de la Grande Guerre. Eh bien, ils se retrouvent dans la même posture psychique également, bien qu'ils n'aient pas tout à fait les mêmes choses à raconter, mais mentalement c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils sont partagés la même chose entre le besoin d'exorciser tout ce qu'ils ont vécu, la douleur de s'y confronter, et l'obligation morale de rendre hommage aux disparus. On se retrouve exactement dans la même chose. Plus chez eux, le fait que l'expérience des camps étant tellement extraordinaire, c'est encore plus compliqué parce que personne ne les croit. Et donc du coup, souvent, ils essayent une fois, 2 fois, 3 fois, et puis ils renoncent parce qu'on ne les croit pas. On leur dit, mais écoute, arrête, tu délires, t'as dû avoir trop faim, qu'est-ce que tu racontes? Il y a même des cas en psychiatrie, puisque moi je viens du milieu psychiatrique, où les gens étaient hospitalisés, et puis il y a une femme, par exemple, qui était, elle, à Auschwitz, justement, qui raconte les crématoires et tout ça. Et puis, mais écoute, arrêtez d'aller délirer, vous démoralisez toute la salle. Ah bon, la dame, elle se tait. Après, elle essaye 2-3 fois, et puis elle ne peut plus. Donc, elle ne peut plus parler. Donc, du coup, en fonction de leur personnalité, de leur histoire avant-guerre, de l'entourage qu'ils ont trouvé au retour, de leur état de santé aussi, eh bien, les déportés revenants, Samprin, il dit nous ne sommes pas des survivants, nous sommes des revenants. D'accord? Comme des fantômes. Et donc, ces revenants, eh bien, ils vont chacun choisir, essayer de trouver la voie qui est la plus efficace pour eux. Donc, en gros, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui vont parler tout de suite, comme quelque chose d'hémorragique. Ceux qui vont parler tout de suite, pour les Français, par exemple, nous, on a David Rousset, on a Robert Anthelme, eux, ils parlent tout de suite. Et puis, il y a ceux qui vont parler longtemps après, comme lui. Il ne parle pas tout de suite. Il essaye, mais il ne peut pas, en fait, parce que retourner dans le camp, ça mène au suicide, en fait. Et du coup, vous comprenez mieux l'histoire de Primo Levi. Primo Levi, lui aussi, il parle tout de suite. Il dit, plus j'écrivais, plus je me sentais comme une plante en excroissance. Et finalement, Primo Levi est rattrapé par son histoire. Voilà, donc l'histoire des camps va le rattraper à la fin de sa vie. Donc, ceux qui parlent tout de suite, ceux qui mettent longtemps, ceux qui mettent longtemps sont plus nombreux que ceux qui parlent tout de suite. Et souvent, je caricature un peu, mais ceux qui mettent longtemps survivent mieux que ceux qui parlent tout de suite. Sauf Germain Tillion. Hein? Sauf Germain Tillion. Qui? Germain Tillion. Oui, oui, elle oui. parlait tout de Mais suite, elle pas longtemps. Oui, oui, non, mais en général, en moyenne, c'est pour ça que c'est compliqué d'expliquer sans parler des histoires individuelles. C'est pour ça que je vous ai dit que ça va dépendre de ce qu'ils faisaient avant, ce qu'ils ont fait pendant, et qu'est-ce qu'ils trouvent au retour. Parce que justement, la résilience, qu'est-ce que c'est? C'est pas un truc miraculeux où il y aurait des surhommes magnifiques et des surfemmes, etc. C'est lié à l'environnement. En fait, c'est la corrélation entre les capacités internes du sujet et la qualité de son environnement. Plus je vais avoir un environnement sécurisant, stimulant, bienveillant, respectueux,
plus je vais pouvoir me sortir relativement et correctement bien de cette affaire. Moins je vais avoir ça, et plus je risque de sombrer. Et c'est ce qui est arrivé à Primo Levi. Parce que Primo Levi, son histoire est pleine d'ambiguïté, puisque ce qui est compliqué justement pour les gens qui ont été arrêtés en tant que juifs et pas arrêtés en tant que résistants. On sait que toutes les études le prouvent. Il y a plein de chercheurs du monde entier qui ont travaillé là-dessus pour comprendre pourquoi les gens qui résistaient, dans tous les camps, dans toutes les situations, les gens qui résistaient ou qui croyaient en quelque chose ont mieux survécu que ceux qui ne résistaient pas et qui ne croyaient pas. D'accord ? Et donc du coup, dans les histoires qui sont compliquées sur la manière dont les gens sont entrés dans la résistance, ce qu'ils y ont fait effectivement, et le niveau de structuration de la résistance dans le camp dans lequel ils étaient, eh bien, ça a des répercussions sur la façon dont après ils récupèrent. Et du coup, quand ils rentrent chez eux, toutes ces zones compliquées peuvent ressortir. Et voilà. Et pour la déportation de persécution, le fait par exemple, pour les personnes qui ont été arrêtées parce qu'elles étaient juives et déportées pour cette raison, et qui n'avaient quasiment jamais... Il y en a plein qui disent bah, j'ai découvert que j'étais juif dans le wagon. Je ne savais même pas ce que c'était. J'avais vu que c'était un mot, parce que c'était des personnes qui étaient de familles complètement laïcisées depuis 3 générations. Vous voyez ce que je veux dire, quand ils n'étaient pas du tout dans une identité, ils ne se vivaient pas dans une identité, vous voyez, ils ne comprenaient même pas ce qu'on leur voulait, vous voyez ce que... Donc du coup, le choc psychique n'est pas du tout le même que pour ceux qui étaient pratiquants, voilà, ça ne touche pas ça ne pique pas au même endroit et on ne cicatrise pas de la même manière. Hein, parce qu'effectivement, si je suis persécutée pour ce que je suis, encore faut-il que je sois d'accord avec la définition qu'on donne de moi. Hein, et or, pour un certain nombre d'entre eux, nombreux quand même, voilà, c'était pas du tout, on ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Et d'ailleurs, pour certains, ça explique aussi le fait que beaucoup aient tardé à fuir quand c'était encore possible pour ceux qui pouvaient fuir. Parce que c'était tellement inimaginable. Attendez, moi je suis français depuis mon arrière-grand-père a fait la guerre, qu'est-ce que vous me racontez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, c'est ce qu'écrit Esther Lamar Bloch, etc. Vous voyez, des familles totalement laïques, pas du tout religieuses, pas du tout... Voilà. Donc, bref, au retour, tout ça, tous ces phénomènes-là vont faire que ça ne fabrique pas, en psychologie, on dit les effets post-traumatiques. Eh bien, ils ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction de ces facteurs-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas trop faire de généralité, mais à chaque fois, ce sont des histoires singulières. Et il faut mettre en rapport tous les facteurs que je vous ai énumérés, ainsi que le milieu dans lequel je vais arriver. Parce que dans la souffrance des déportés, souvent, c'est le fait que quand ils rentrent, les gens ne croient pas, bon, et puis c'est aussi que souvent, ils se sentent étrangers dans leur propre famille et étrangers dans leur propre village ou dans leur propre profession, etc. Il y a eu trop de décalage parce que comme l'environnement n'est pas suffisamment bienveillant, parce que l'environnement, c'est-à-dire le corps social, hein, il a envie que tout ça, ça soit fini. Que, allez, on passe à autre chose. Il y a un déporté qui, maintenant, s'appelle Norbert Lago, qui racontait que quand il arrive dans son village, il était du sud-ouest, donc il était déporté à Buchenwald lui aussi. Donc il rentre, voilà, péniblement, après tout un périple, etc. Il n'est pas en très grande forme, bon. Et il arrive dans son village et puis il tombe sur sa voisine et puis on lui dit « Ah mon pauvre Norbert, si tu savais ce qu'on a souffert !» Voilà, donc bon, l'affaire commence mal. En même temps, c'est pas du tout jeter la pierre aux gens qui le disent, c'est-à-dire que chacun vit les choses avec l'aune de ce qu'il a vécu et qu'en plus, celui qui rentre est vraiment étrangement étranger, parce que déjà il y a des modifications physiques,
par la perte de poids, le fait que les gens sont très émaciés, etc. Et qui sont un peu à l'ouest quand même, hein, ils sont un peu décalés. Il y a un déporté qui me racontait que quand il est rentré, un jour je l'appelle et puis il me dit, et je toussais, alors il me dit, bah, qu'est-ce que tu as, t'es malade? Je dis, ah oui, je me suis enrhumée. Il me dit, ah là là, toi tu es comme les autres, vous vous couvrez trop et après vous avez froid. Moi je garde toujours la fenêtre ouverte et je fais ma gym tous les matins. Bon, voilà, c'est-à-dire que effectivement, il se balade, ils ouvrent toutes les fenêtres, forcément après avoir vécu dans un chalet en pyjama comme ça pendant 40. Bon, ben voilà, ils sont torse nu, ça les gêne pas du tout. Donc, pour la famille qui les recueille et tout ça, ou les époux, hein, ils ne supportent plus dormir dans un lit, enfin, voilà. Donc, toutes ces choses-là vont faire que c'est compliqué. Alors, comment ils arrivent vers l'écriture? Donc, là aussi, pour ceux qui vont témoigner tard, alors, par exemple, Semprin, lui, c'est quelqu'un qui est d'une famille de la grande bourgeoisie espagnole. Il a fui sa famille, il a perdu sa mère quand il était petit, sa famille fuit le franquisme, ils habitent un peu à La Haye, puis à Paris. C'est un garçon très brillant à l'école et il a toujours rêvé, c'était la prédiction maternelle, qu'il serait écrivain ou président de la République. C'était ce que sa maman disait. Et donc, bon, il a fait que ministre. Hein. Tout à fait réussi, mais plutôt pas mal. Et donc, du coup, lui, il avait toujours rêvé d'être écrivain. Il est d'une famille où on écrit. Son père a écrit des articles pour la revue Esprit. Vous voyez, c'est la gauche intellectuelle, la gauche catholique intellectuelle. Et donc, quand il a... Puisque quand il monte dans le wagon en 1944, en fait, il vient de fêter ses 20 ans. Et donc, du coup, pour lui, il rentre en résistance en 1941, alors qu'il est prêt à un parcours universitaire très brillant, parce que, dit-il, il veut mettre ses actes en accord avec ses idées. Donc, c'est comme ça qu'il rentre avec un copain communiste, Michel R., qui l'emmène dans les maquis de Bourgogne, où ils vont faire partie d'un réseau qui s'appelle Buckmaster, et qui est chargé de récupérer les âmes parachutées par les Britanniques. Et puis, bon, bref, je ne vous raconte pas toute l'histoire, en tout cas, bref, il se fait arrêter, voilà, et il est torturé, il va à la prison d'Auxerre, puis il passe par Compiègne, et il est déporté en janvier 1944 à Buchenwald. Donc, pour lui, le fait d'avoir renoncé à faire ses études, c'était un impératif moral, parce qu'à cause de la guerre, il fallait lutter contre voilà, le régime nazi, l'occupation, le régime vichiste et compagnie, et bien sûr le fait que l'Espagne était toujours sous Franco. Donc il renonce à ses études, comme beaucoup, hein, et c'est ce qu'il fait. C'est le cas aussi de Jacques Lucéran, dont je vous conseille la lecture. Jacques Lucéran, déporté aveugle à Buchenwald, étudiant brillantissime, qui lui aussi voilà, se retrouve dans le petit camp. On imagine un peu ce que ça va. D'ailleurs, c'est saisissant. Bref, quand il rentre, oui, donc lui, il voulait écrire. Et quand il rentre, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il est trop mal. Et si vous voulez savoir comment il était mal, vous lisez l'évanouissement, il le raconte. C'est-à-dire qu'il a tous les symptômes cliniques du psychotraumatisme, c'est-à-dire qu'on a des cauchemars répétitifs, des suées, des vertiges, des nausées, des choses bizarres qui se passent, enfin bon. Donc il ne peut pas écrire, et donc du coup, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va recommencer à résister, puisqu'il rentre dans la clandestinité du PCE, donc du Parti communiste espagnol clandestin. Donc il continue à résister, et c'est seulement quand il est exclu du Parti communiste espagnol, clandestin toujours, il est en fait mis aux arrêts, et là vous retrouvez mon histoire des soldats de la guerre, c'est-à-dire que le parti, parce qu'il est trop dissident, le parti lui dit, écoute Georges, ça va, tu fais que des conneries, c'est le parti qui a raison, mais c'est pas toi, donc tu te tais, tu fais ce qu'on me dit, et tu vas, là, tu restes là dans un appartement. Et dans cet appartement, il est chez des militants aussi, il a un poste important dans leur parti.
mais les gens ne le savent pas. Et son hôte, qui s'appelle Manuel, a lui été déporté à Mauthausen. Et Manuel, lui, il parle. Et tous les jours, il n'arrête pas de parler de Mauthausen. Et alors Georges, il se dit, mais c'est pas possible de raconter le camp comme ça, c'est pas possible. Et du coup, c'est là qu'il se met à écrire. Vous voyez? Parce qu'il est enfermé dans cet appartement, qu'il ne peut pas bouger, il ne peut rien faire, et donc c'est là qu'il écrit. Donc en fait, souvent, puisque le thème c'est comment écrire sa déportation, souvent il y a des circonstances particulières qui vont faire que tout à coup le sujet, pareil, se retrouve dans l'obligation de. Alors, soit c'est parce qu'il est à nouveau enfermé, comme là dans le cas de Georges, le souverain, ou alors c'est parce qu'il est immobilisé par la maladie, ou qu'il est hospitalisé, ou que, vous voyez, et donc du coup c'est pareil, il y a une contrainte extérieure qui fait que le sujet se retrouve plongé dans son histoire. Et puis enfin, pour ceux qui ont témoigné plus tard, c'est que l'âge avançant, il faut qu'il paye la dette. Et la dette, c'est l'hommage aux disparus. D'accord? Parce que même s'ils ont milité, même s'ils ont fait des choses, etc., soit syndicalement, politiquement, au niveau des associations de mémoire, etc., ils n'ont pas encore payé la dette qui est rendre hommage. Et rendre hommage, ça veut dire citer les gens. Tous ils disent, il faut que je parle de mon copain Jean, il était comme ceci, patati patata. Il faut que je vous raconte que si j'ai survécu, c'est grâce à Samuel. Ils ont besoin que les noms, vous parliez des plaques et c'est très important, ils ont besoin que les noms des gens, ce qu'ils ont fait, qui ils étaient, soient écrits quelque part pour que tout le monde puisse se souvenir et pour que tout ça serve à quelque chose. Et donc du coup, c'est dans l'urgence de l'âge qui passe, parce qu'au fur et à mesure, comme vous connaissez tous bien, hein, souvent les déportés ils ont souvent un humour assez corrosif. Et puis quand ils se rencontrent, alors ils se marrent, ils se font des blagues et tout ça. Et puis, oh là là, t'as vu, il y a encore un tel qui est mort. Oh là là, mais bon les gars, faut faire quelque chose. Voilà, c'est-à-dire qu'ils se voient disparaître les uns et les autres. Et du coup, ça leur rappelle l'urgence que là, il faudrait peut-être s'y mettre parce qu'ils sont plutôt jeunes et qu'il faut qu'enfin le nom de leur camarade soit quelque part. Et le livre, ce sont souvent, d'ailleurs en littérature, c'est une figure littéraire, on appelle ça un tombeau. L'écriture est souvent un tombeau. Hein, c'est un hommage au temps qui est passé, aux gens, aux personnes, etc. Alors, maintenant, ça va, je vous endors pas trop, vous êtes encore prêts à m'écouter 5-6 minutes. Donc ensuite va se poser évidemment la question de la forme, puisque comme tout mode d'expression, comme un peintre il doit choisir si il va faire de l'aquarelle, de l'huile, du fusain, du pastel, voilà. Et bien quand j'écris, il va falloir aussi que je cherche la forme. Comment je vais faire? Est-ce que je fais un récit linéaire, chronologique, qu'affectionnent beaucoup nos amis historiens, c'est-à-dire voilà, je suis arrivée à tel camp, c'était tel jour, j'ai pris tel wagon, je suis arrivée à telle date, etc. Et je raconte tout du début à la fin. C'est pour ça que dans beaucoup de témoignages, vous n'avez quasiment pas d'informations sur ce que les gens ont fait avant d'être déportés. Parfois, il y a même très peu d'informations, voire 2 allusions par-ci par-là sur dans quel réseau ils étaient, mystère et bout de gomme, on n'en sait rien. Voilà, donc ils vont se concentrer sur l'expérience vécue. Et puis vous avez ceux qui vont choisir de faire autrement. Et du coup, je vais vous dire pourquoi, parce que ce sera mieux dit que moi. Mais c'est pas que lui, hein, il y a plein d'autres personnes qui ont fait comme ça. Alors donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Samprin? Il nous dit, j'imagine qu'il y aura quantité de témoignages. Ils vaudront ce que vaudra le regard du témoin, son acuité, sa perspicacité. Et puis il y aura des documents. Plus tard, les historiens recueilleront, rassembleront, analyseront les uns et les autres. Ils en feront des ouvrages savants. Tout y sera dit, consigné, tout y sera vrai, sauf qu'il manquera l'essentielle vérité.
à laquelle aucune reconstruction historique ne pourra jamais atteindre, pour parfaite et omnicompréhensive qu'elle soit. La vérité essentielle de l'expérience n'est pas transmissible, ou plutôt, elle ne l'est que par l'écriture littéraire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il dit, c'est que je pourrais raconter comme un procès-verbal de police ce qui m'est arrivé, mais c'est pas ça que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est partager ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu vraiment. En gros, bon d'accord, je suis détenue 44 904 du camp de Buchenwald, mais une fois qu'on a dit ça, ça nous sert à quoi? Pas grand-chose. Par contre, si je raconte comment moi j'ai vécu les dimanches à Buchenwald, c'est un autre de ces livres qui s'appelle Quel beau dimanche. Là, je vais faire partager à mon lecteur des petits bouts de ma réalité à moi, qui ne signifie pas que c'est celle de tous les autres détenus du camp, mais c'est la mienne à moi. Je vais pouvoir le partager avec les autres. Donc ceux qui vont choisir ça, et pourquoi? Parce que justement, c'est c'est ce qu'on ressent. On le voit bien quand on est malade. Quand on est malade, le médecin il nous dit « Bon, vous avez mal où ?» Alors on dit là « C'est une douleur comment ? C'est diffus ?» Vous voyez, il va essayer de préciser. Mais nous, qui avons mal ici, on va dire « Ah, j'ai mal !» Et c'est ça qui va faire que nos proches, ils vont venir, ils vont dire « Ah, ma petite chérie, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ?» C'est pas juste de dire « J'ai mal, c'est une douleur aiguë ». Personne ne va dire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire le fait que je fasse « Ah !» comme ça, et ben, d'une certaine façon, c'est ça le style. Le style, c'est ce qui va permettre d'utiliser du vocabulaire ou une forme de construction de récit qui touche la personne. On a tous pleuré en lisant des choses, où on a été très ému, ou même adulte. Je me souviens, enfant, je lisais La Case de l'oncle Tom, je pleurais comme la Madeleine dessus. La petite, comment elle s'appelle, la petite marchande d'allumettes. C'était la fin des haricots. Bah, vous voyez, c'est-à-dire que la force de la littérature, c'est que justement, on s'est tous identifiés à la petite marchande d'allumettes, à Tom Sawyer, à Cosette, au prince André dans Guerre et Paix, et on a la pauvre Emma Bovary qui finit par se suicider. Enfin voilà, c'est la force de la littérature et de l'art, c'est de fabriquer par l'empathie, par le fait qu'on s'identifie, le talent de l'artiste fait qu'il trouve les outils pour nous toucher tout de suite directement, et évidemment c'est beaucoup plus efficace qu'un livre d'histoire. Ben oui, parce que pas qu'il ne fait pas du tout des livres d'histoire, hein. Moi je j'adore l'histoire, c'est pas le problème, mais on en a besoin. Mais ce qui va nous toucher, c'est ça. C'est d'abord ça. C'est d'abord voilà, ce qui va nous faire pleurer, ce qui va nous faire souffrir, ce qui va nous révolter, ce qui va nous dégoûter. Et je cherchais la citation de comment s'appelle-t-il, de David Rousset. Parce que David Rousset, voilà, David Rousset, vous savez, lui aussi, hein, le politique déporté à Buchenwald, qui écrit l'univers concentrationnaire, et en fait, ça ne lui suffit pas. David Rousset, il écrit tout de suite, il écrit en 1947. Il dit ça va pas, ça va pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va interroger plein de déportés, ses copains déportés de tous les camps. Il collationne tous les récits de tous ses copains, ses camarades, hommes et femmes, hein, et il écrit un livre absolument magnifique qui est un roman qui s'appelle Les jours de notre mort. Et donc dans Les jours de notre mort, c'est une espèce de patchwork, de mosaïque de tous ces témoignages recueillis partout. Et il explique au début de son ouvrage, dans le prologue, il dit pourquoi il a été obligé de choisir le roman. C'est un peu la même chose que ce que dit Samprin. Donc il dit, ce livre est construit avec la technique du roman par méfiance des mots. Pour comprendre, il faut de quelque façon participer. L'univers dont il est parlé ici est à la fois singulièrement hors de proportion
avec les réactions quotidiennes des hommes ordinaires et cependant proches et intimes. En gros, il dit que c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile, c'est tellement extraordinaire en majuscule, qu'il n'y a que le roman qui peut le transmettre. Il dit d'une autre façon la même chose que ce que dit Sampras. C'est-à-dire que c'est que par là que je pourrais toucher mon lecteur. Sinon, ça risque de faire un procès-verbal, c'est-à-dire ça sera comme un bottin ou un annuaire ou une liste, mais ça ne transmettra pas l'essentiel de ce que veulent dire. C'est-à-dire, eux, ils veulent dire à quel point ils ont eu faim, à quel point ils ont eu peur, à quel point ils ont été touchés par un de leurs camarades. Il y a un beau poème d'Yves Boulogne, qui le cite à Borenval, qui dédie à un camarade allemand, d'ailleurs, un déporté. Alors, il raconte qu'il était vraiment moral, plus que sous la moquette qui n'existait pas. Hein. Et dans son poème, il dit, son camarade s'appelle Werner, et il dit « Tu es venu et tu m'as dit avec ton drôle d'accent, camarade, lève-toi ». Et du coup, après, son camarade disparaît, et il dit que à chaque fois que lui, il a désespéré, il entendait la voix. Et que c'est grâce à ça qu'il a survécu, hein, grâce à ce camarade. Donc il lui dédie ce poème. Il y a aussi Eugène Thomas qui après a eu des fonctions politiques importantes puisqu'il était ministre. Donc c'est le fameux concours de poésie de Borenval, etc. Donc on dit bon les gars, là tout le monde ira mollo, on va faire un concours de poésie. Allez hop, tout le monde va écrire un poème. Et donc Eugène Thomas, comme les autres, il écrit un poème. Et il raconte bien des années plus tard, alors qu'il occupe de hautes fonctions ministérielles, etc., il dit « Dès que j'ai le cafard, dès que je sens que je commence à avoir un coup de mou, hein, je reprends mon texte écrit à Borenval, ben je vais mieux. Je me sens mieux. Hein, voilà, ça me booste un peu, ça me fait du bien. Donc, toutes ces personnes, vous voyez, je vous donne ces petits exemples pour vous montrer qu'en fait, chacun va utiliser des stratégies personnelles en fonction de sa personnalité, etc., son environnement, mais que le point commun de tous ceux qui vont avoir cette obligation morale, finalement, d'écrire, il y a toujours les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'auto-centré. C'est pas la télé-réalité. C'est pas, je vais montrer mon nombril, c'est pas ça du tout. Souvent, sont des gens très pudiques, au contraire. Mais il y a cette nécessité comme ça de transmettre des choses, et je vais juste terminer par une phrase que je cite tout le temps. À chaque fois, je me dis, il faut que j'arrête de la citer, parce que je la cite tout le temps, ça fait ridicule, mais elle est tellement belle que je ne peux jamais résister. Et donc, la phrase, qui explique, c'est le dernier bouquin de Samprin qui a été publié à titre posthume, il s'appelle « Exercice de survie », le titre est assez éloquent, et donc il dit « Pour qu'elle ait un sens et une fécondité, il faut postuler dans la solitude abominable du supplice un au-delà de l'idéal du nous, une histoire commune à prolonger sans cesse, la continuité historique de l'espèce, dans ce qu'elle recèle d'humanité possible sur le mode de la fraternité, ni plus ni moins. » C'est-à-dire que pour tous ces récits de déportation, en fait, ce qui est au cœur, c'est la fraternité. Au départ, quand les premiers écrits sont parus, on a mis l'accent sur les horreurs. Mais c'était normal puisqu'il fallait que les historiens travaillent sur l'organisation des camps, etc. Mais quand on les relit avec la distance du temps, on s'aperçoit que le plus souvent, les déportés qui racontent majoritairement des choses de l'ordre de la fraternité, de l'aide, voilà, des belles choses. Souvent, c'est très beau d'ailleurs. On est en train maintenant de redécouvrir cette littérature. Parce que le temps a passé. Moi, quand j'ai commencé ma thèse, il y a maintenant longtemps, je suis même plus grande d'ailleurs, je l'ai soutenue en 2013, donc j'ai dû la commencer au moins 6 ans avant, et bien, c'était pas encore la mode, on pouvait pas dire ça sans se faire taper à coups
dans le petit milieu universitaire, vous savez, on se faisait... si on disait que c'était beau, oh mon Dieu, mais il ne fallait pas dire ça, mais quel scandale. Hein, alors que maintenant, bon, ça y est, on s'est aperçu que oui, Primo Levi, c'est pas que une écriture comme ça, il y a aussi des passages très beaux, très poétiques, etc. Donc, ça marche avec les régimes, que les sociétés d'histoire, de récits, de comment on raconte l'histoire, qui sont acceptables à un moment donné. Donc ça évolue. Il y a 30 ans, on ne pouvait pas dire qu'il y avait des scènes rigolotes dans les camps. Alors que quand vous lisez Crayon à la main, les témoignages, il y a plein de choses rigolotes. Il y a des blagues, ils racontent des trucs, ils se font des... Il y a plein de choses très drôles. Mais c'était sacrilège, on ne pouvait pas dire ça. Il ne fallait pas le dire. Donc voilà. Hein, ce que je vous dis, c'est que la difficulté pour ceux qui écrivent, c'est que, en fonction de l'environnement, leur récit va être accueilli ou pas. Et je vais terminer là-dessus. Primo Levi, lui, il a écrit tout de suite fiasco total, puisqu'il a vendu à peine 150 exemplaires, je crois, et que le reste des exemplaires publiés est parti dans l'éditeur les avait stockés dans sa cave, et il y a eu une crue du fleuve et tous les bouquins ont été noyés, enfin, ont disparu dans l'eau. Donc voilà, ce n'est qu'en 1954, vous voyez, il a écrit en 1947, et c'est seulement en 1954 qu'il y a une nouvelle édition qui est faite, et que là, il va. Et vous voyez, le temps est passé, le public est prêt, le public a eu aussi le travail des historiens, donc c'est plus compréhensible. Et du coup, voilà, Robert Antelme, L'espèce humaine, fiasco total. Lui aussi, il publie en 1947, c'est pareil, ça ne marchait pas du tout. Donc, Semprin, lui, il publie en 1963, et lui, comme il a dit qu'il choisissait la création littéraire, il choisit le roman. Donc c'est celui-là, Le Grand Voyage, qui est son témoignage. C'est un témoignage, hein, tous les faits racontés sont véridiques en fait dans ce roman. Et lui, par contre, il va avoir un succès tout de suite. Mais vous voyez, on est en 1963. On n'est pas du tout dans le même contexte. Donc, comment écrire sa déportation si le public nous aide à l'écrire? Voilà. C'est ça la fin.